tous autant que nous sommes, nous avons besoin à la fois d'exister de par notre appartenance, notre identité collective, et de par notre individualité, notre personnalité. Et ce sont deux exigences qu'il faut satisfaire l'une comme l'autre. Et dans quel ordre faut-il le faire? Je dirais que, avant de parler d'individuation, comme on dit, il faut déjà savoir à quel groupe on appartient, parce que le groupe auquel on appartient, c'est notre avenir. Ce sont les nôtres, c'est le nous, en opposition au vous d'ailleurs. On n'appartient pas à l'humanité. Quelqu'un qui dit j'appartiens à l'humanité, c'est déjà rien dire. On appartient à un groupe. Justement, j'ai vu ce film là, tout à l'heure de 1900 de Bertolucci, et ce qui m'a frappé, c'était la différence d'habillement. Il y avait d'abord la troupe qui était habillée d'une certaine manière, il y avait les bourgeois, il y avait les paysans. Et véritablement, nous avons besoin d'avoir des différences visuelles, mais aussi des différences visuelles, mais aussi des similitudes visuelles. L'un ne va pas sans l'autre. Si je suis habillé, je suis tout seul à m'habiller comme ça ne fait pas beaucoup de sens. Donc, d'ailleurs, dans cette dame, je parlais dans une autre vidéo, elle disait elles sont toutes habillées de la même façon. C'était merveilleux ça. Elles sont ensemble, mais en plus elles se ressemblent par leur habillement. Elles se ressemblent, elles sont ensemble, elles disent la même chose, elles chantent la même chanson. C'est fantastique ça. C'est un imaginaire tout à fait intéressant, tout à fait remarquable. Donc, nous avons besoin de cet être ensemble, de ce sentiment collectif qui fait que les personnes qui font partie de notre groupe, elles nous représentent ce que nous allons devenir, et quelque part ce que nous sommes. Donc quelqu'un qui dirait je veux savoir qui je suis, il faudrait déjà savoir à quel groupe il appartient. Ce qui n'est pas toujours facile. Tout simplement parce que parfois il peut être complètement déconnecté par rapport à son groupe d'origine, et donc par conséquent il ne trouvera pas autour de lui des gens qui lui ressemblent. Ce qui va être fâcheux dans son développement, parce qu'il va s'identifier à un groupe qui ne lui ressemble pas, et qui ne le reconnaîtra pas quelque part. Ça aussi est important, parce que c'est bien gentil de dire j'appartiens à un groupe. Mais si ce groupe ne vous reconnaît pas, c'est-à-dire que si le groupe ne trouve pas que vous lui ressemblez, ben ça ne va pas fonctionner. Il faut quand même voir les choses comme elles sont. Les gens qui disent je pense que je suis ceci, je crois que je suis cela, oui, mais il faut qu'il y ait un feedback, il faut que ce soit réciproque, il faut qu'il y ait une reconnaissance. Il ne suffit pas que je décide quelque chose, il faut que ce soit confirmé, reconnu. Et puis alors il y a un deuxième temps, qui est un temps justement de l'individuation au sein du groupe auquel j'appartiens. Par rapport à ce groupe auquel j'appartiens, par rapport aux valeurs de ce groupe auquel j'appartiens, et dans les limites du groupe auquel j'appartiens. Et il faut connaître ces limites. Quand on fait partie d'un groupe, on apprend à un moment donné qu'il y a une certaine liberté, qu'il y a des variantes, il y a une certaine diversité qu'on ne soupçonnait peut-être pas nécessairement au départ. Donc on peut à ce moment-là trouver une sorte de compatibilité entre l'appartenance à un collectif et le fait d'affirmer son individualité, mais selon les codes propres au collectif. Et il y a toujours, contrairement à ce que les gens de l'extérieur imaginent, il y a toujours beaucoup plus de liberté d'expression au sein d'un collectif, alors que de l'extérieur, on croit que tout le monde est pareil, mais en réalité, c'est une illusion optique. En réalité, il y a de grandes différences entre les uns et les autres, mais qui sont relatives, et qui doivent rester dans certaines bornes. Ce qui n'empêche pas des affirmations de singularité, qui n'empêche pas que certaines personnes sortent du rang, qui n'empêche pas qu'il y ait des leaders, qui donc affirment leur personnalité, mais ils le feront, ils seront malgré tout reconnus
leur façon de fonctionner, leur façon de s'exprimer, leurs valeurs seront reconnues, même si elles prennent une forme nouvelle, même si elles prennent une forme originale, même s'ils se singularisent. Alors là, donc, le rôle du psychologue, il est donc double. Il ne peut pas se contenter, comme le ferait l'astrologue, de... Le cas de l'astrologue est tout à fait remarquable, on en a déjà parlé. L'astrologue, il veut tout de suite arriver à l'individuation. Il ne veut pas chercher à situer la personne dans son collectif, dans sa famille, dans son environnement, dans son histoire. La seule chose qu'il fera éventuellement, c'est qu'il dira: ah oui, vous êtes de tel signe, donc vous êtes de la famille des lions, des scorpions, etc., avec telle et telle particularité, parce que vous avez votre planète Mercure ou Vénus dans tel et tel autre signe, et que vous avez Jupiter, Saturne dans tel autre signe, donc vous êtes plus compliqué que ça. Vous êtes donc un lion, mais avec une dominante ou un facteur saturnien ou un facteur gémeaux, etc., qui viendra combiner ça, mais tout en étant du lion. Et même ce discours-là n'est pas tellement entendu non plus, alors qu'il serait relativement raisonnable, parce que l'astrologue va dire: mais non, finalement, vous n'êtes pas spécialement lion, vous êtes un ensemble de facteurs, et donc là, il n'y a même plus cette dialectique entre le collectif et l'individuel. Donc ça, c'est pas très heureux, et à mon avis, là, on va trop loin. Il faut au contraire maintenir, l'astrologie le permet, maintenir d'un côté le facteur dominant planétaire ou zodiacal, et de l'autre, effectivement, la combinatoire du thème astral qui vient apporter des éléments de singularité, mais au sein de cette nébuleuse, de cette famille particulière à laquelle la personne appartient. Et soit dit entre nous, bon, là je fais des concessions, mais soit dit entre nous, je pense que c'est pas en se référant à un type planétaire ou un type zodiacal que l'on va résoudre le problème de l'appartenance. Parce qu'on sait très bien que la société ne fonctionne pas comme ça. Les gens du lion ne se retrouvent pas entre eux, les gens qui sont... La vraie famille, les vrais groupes, ils existent par eux-mêmes, et jusqu'à preuve du contraire, on ne porte pas sur son front qu'on est de tel et tel signe, etc. Donc, à mon avis, c'est quand même assez factice toute cette représentation. Mais c'est quand même préférable à le fait de ne pas accepter cette dialectique entre l'appartenance collective à une famille générale, ce que font les gens quand ils regardent les horoscopes des journaux. Ils disent: ah, qu'est-ce qu'on dit sur les lions, pas sur moi, sur les lions, sur les scorpions, sur les verseaux. Et en même temps, l'astrologue dans son cabinet qui vous apprend, que l'enseignant qui vous apprend que vous avez aussi un thème astral, un thème de naissance, et que ça va être différent d'une personne à l'autre. Donc, il insiste, et ce sont deux discours qui sont quasiment antinomiques. L'un qui vous dit: vous êtes de tel et tel signe, pour ne pas dire vous êtes de tel et tel groupe, et d'autre part, le fait de dire: mais non, mais finalement, vous l'êtes peut-être quelque part, mais à notre niveau, vous êtes totalement individuel, et même deux jumeaux, à la limite, nés à quelques minutes d'intervalle, ils n'ont pas le même thème, parce que les maisons ne sont pas exactement placées au même endroit, l'ascendant ne peut pas être le même, etc. Donc, j'ai toujours dit que l'astrologie jouait sur deux tableaux, ce qui est assez logique, puisque finalement, quelque part, nous avons cette double exigence intérieure d'être à la fois dans le collectif et dans l'individuel. Mais les astrologues ne savent pas parler de cela correctement. Et tout le projet de nos colloques, et il faut dire les choses comme elles sont, et notamment ce colloque qui aura lieu demain, c'est d'apprendre aux astrologues à clarifier leur positionnement, à mieux argumenter sur leurs objectifs, et à dire exactement ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils ne veulent pas faire, plutôt que de rester dans une espèce de tradition qui est informe, qui est comme ça, un peu inconsistante, et dont ils ne rendent pas bien compte de façon satisfaisante, parce qu'ils ne respectent pas notamment cette exigence de dualité. Alors, bien évidemment, être astrologue, ça se joue sur ces deux tableaux, quelque part. Parce que l'astrologie, tout à l'heure j'ai un peu ironisé sur les signes zodiacaux, mais en revanche, il y a une appartenance collective qui est fondamentale, c'est l'appartenance cyclique. Nous dépendons des mêmes cycles planétaires, tous autant que nous sommes.
Et le cycle est une réalité collective. Et donc, être astrologue, c'est aussi enseigner à l'humanité, à la société, cette cyclicité collective. Donc, il y a les astrologues du collectif, qui sont des astrologues de la mondiale, qui sont des astrologues de la cyclicité, et quelque part aussi des astrologues de la prévision, parce qu'il n'y a de prévision, finalement, que collective. Ou alors on tombe dans la voyance, dans la divination. Et d'autre part, il y a d'autres astrologues qui, justement, eux, sont des spécialistes, et je crois qu'il faudrait mieux dire qu'il y a des astrologues spécialisés dans les deux catégories. Ils ne sont pas dans le macro, ils sont dans le micro. Et eux, ils sont spécialisés dans la tentative de présenter à la personne une image de ce qu'ils sont, qui soit, comme le voulait Rudyard, je pense, qui soit quelque chose de très créatif, de très personnel, de très individuel. Pourquoi pas? De toute façon, comme on dit, on est dans le domaine un peu de Pygmalion, là. C'est-à-dire que, bon, la créativité, elle n'a pas besoin d'être déterminée à l'avance. Elle peut se construire. Donc si l'astrologue peut donner, d'un point de vue heuristique, comme on dit, peut donner des pistes de recherche, des idées de développement, peut développer un certain intérêt pour telle et telle façon de se voir, de se regarder, pourquoi pas? Ça ne veut pas dire forcément qu'il va être dans le vrai. Ça veut dire simplement qu'il va y avoir des choses qui vont être utilisées par le client pour se définir, pas pour se connaître, pour se définir, c'est pas du tout la même chose. Pour se définir, pour se déterminer. C'est nous-mêmes qui nous définissons, qui nous déterminons. En dehors de notre déterminisme que nous recevons au niveau collectif, notre individuation, elle est un autodéterminisme. Et par conséquent, pourquoi l'astrologue ne contribuerait-il pas à la formulation de ce déterminisme sans avoir besoin nécessairement d'affirmer que l'astrologie nous dit ce que nous sommes censés être? Non. L'astrologie nous donne des conseils, nous donne des propositions, nous fait des propositions, nous permet de nous projeter dans une individualité. Bon. De toute façon, là, je ne plaisante, enfin, je ne parle pas, je dis que pourquoi pas, pourquoi pas. Je crois que c'est même la façon la plus heureuse de parler d'astrologie. L'astrologie non pas comme étant capable de creuser ce que nous sommes, ce que nous avons vécu dans notre histoire personnelle. Je crois que de ce côté-là, aussi bien au niveau de l'histoire collective, de l'histoire personnelle, elle n'est pas compétente. Ou plus exactement, l'astrologue devrait avoir des compétences complémentaires qui ne sont pas de l'ordre de l'astrologie. Alors, tout à fait. S'il fait un peu de sociologie, un peu de psychogénéalogie, là, ça peut être intéressant. Mais l'astrologie tout court a une fonction de proposition, de séduction, comme si il ne s'agit pas de faire le portrait de ce que la personne est, mais il faut donner le portrait de ce qu'elle pourrait devenir, de ce qu'elle pourrait, dans quoi elle pourrait s'investir, vers quoi elle pourrait s'orienter. Encore qu'à mon avis, l'orientation, elle est également déterminée par l'importance du collectif. Mais je veux dire que le seul positionnement stratégique que l'astrologie individuelle peut avoir ne consiste pas à rivaliser avec les psychologues ou les psychothérapeutes ou les psychanalystes, mais elle consiste dans une démarche, disons, presque artistique. Et d'ailleurs, on connaît ce vieux débat sur l'astrologie science ou art. L'astrologie a une dimension artistique, l'astrologue a une dimension artistique, il va inventer quelque part une image de la personne, il va le faire bien entendu à partir du thème astral, mais le thème astral, il va l'instrumentaliser comme il l'entendra, il en prendra ce qu'il voudra, le client lui aussi, il prendra ce qu'il voudra de ce que l'astrologue lui dit, et comme ça, tout le monde sera content.